bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un dossier vraiment complexe. Les négociations ou tentatives de négociation autour de la guerre en Ukraine au début 2025. Les sources qu'on a décrivent, une période de tension assez forte, des revirements, de nouvelles propositions. On va essayer de décortiquer un peu tout ça. Oui, et c'est une situation décrite comme particulièrement volatile, hein. On a l'administration Trump de retour aux États-Unis, Zelensky en Ukraine sans nouveau mandat électoral, faute d'élection, et la Russie, bien sûr. Et puis surtout, il y a une analyse critique dans nos sources qui, elle, remet en question la nature même de ces discussions. Alors, commençons par le début de 2025. Il y a ces accusations russes, du SVR, je crois, qui visent Kiev. On parle de détournement de fonds, de soldats fantômes, des soldats maintenus sur les listes pour toucher leur solde, c'est ça. C'est ça. Et face à ça, la réponse de Zelensky, d'après nos infos, c'est de mettre en avant autre chose. Le potentiel ukrainien en terres rares. L'idée aurait été une exploitation conjointe. Ces gisements sont inestimables, ce sont des sommes d'argent énormes, énormes. C'est pourquoi nous devons les protéger. Les terres rares, faut peut-être rappeler pourquoi c'est si important. Ah oui, c'est crucial. Pour le raffinage, les technologies de pointe, civiles, militaires, puces, batteries, armements modernes. L'Ukraine en a, mais bon, le vrai défi, c'est souvent le raffinage. C'est complexe, industriellement lourd et polluant aussi. D'accord. Et c'est là que les États-Unis, l'administration de Trump, arrive avec une proposition, disons, directe. Via Scott Bessent, du Trésor. Exactement. Nous cherchons à trouver un accord avec l'Ukraine selon lequel ils apporteraient en garantie leurs terres rares et d'autres choses en échange de ce que nous leur donnons. Une proposition assez cash. En gros, cédez-nous les droits sur votre sous-sol et on oublie la facture des armes livrées. Enfin, c'est comme ça que ça a été perçu. Et j'imagine que ça n'a pas été très bien reçu à Kiev. Pas du tout. Accueil glacial. Pour les Ukrainiens, les armes, c'était un don, un soutien, pas un prêt à rembourser avec leurs ressources naturelles, quoi. Ça a vraiment tendu les choses. Et ça débouche sur un vrai clash. Fin février 2025, on parle d'une algarade entre Trump, Vance et Zelensky à Washington. Oui, l'accord sur les terres rares tombe à l'eau. Et là, les narratifs s'affrontent. Zelensky qui parle toujours d'invasion pour annexion, et Trump qui l'accuserait de faire une tournée de propagande. Ambiance. La conséquence, elle est quasi immédiate, non? Début mars. Tout à fait. Le 5 mars, les États-Unis suspendent le partage de renseignements militaires avec Kiev. Et ça, c'est un coup très très dur. Ça aurait forcé l'Ukraine à reculer sur le terrain, faute d'infos stratégiques. C'est aussi à ce moment-là qu'intervient Steve Witkoff. Mission impossible. En gros, oui. Loi martiale, liste électorale pas fiable, avec des soldats morts encore inscrits. Compliqué. Et c'est aussi à ce moment que les sources rapportent des propos assez forts attribués à Zelensky. Une haine des Russes. Certains analystes y voient un écho aux nationalistes intégraux. C'est un courant historique ukrainien, c'est ça? Oui, qui prône une indépendance très radicale. Bon, c'est l'interprétation donnée dans certaines analyses. Et ensuite, Witkoff part en mission discrète à Saint-Pétersbourg début avril, pour rencontrer Poutine. C'est ça. Et Poutine lui livre la version russe de l'histoire. Les accords de Minsk non respectés par Kiev, le rôle des groupes néo-nazis, une manipulation des démocrates américains. Et apparemment, Witkoff est convaincu. Il rapporte ça à Trump. Et là, changement de cap américain. Radical. D'après les sources, Trump adopterait cette lecture russe. Il deviendrait très critique envers Zelensky, allant même jusqu'à suggérer que l'Ukraine aurait en quelque sorte provoqué la guerre. Malgré ce rapprochement sur le discours, les désaccords concrets, eux, restent énormes, non? Entre Washington et Moscou. Ah oui, les points de friction sont majeurs. Prenez les bombardements russes en zone civile. Moscou accuse l'Ukraine d'utiliser des boucliers humains, c'est ça? Voilà, c'est leur défense. Autre point chaud, la démilitarisation. La Russie proposerait des casques bleus de l'ONU. Mais les Occidentaux, eux, voudraient mettre leurs propres forces alliées, ce que Moscou refuse net. Et les frontières? Ça semble complètement bloqué. Un gel sur la ligne de front actuelle. Sans parler du contrôle de Zaporijjia et Kakhovka. Site hyper stratégique. Et sur la Crimée, il y a une nuance intéressante dans les sources concernant la position de Trump. Oui, il semblerait que Trump considère le rattachement de 2014 comme légitime, en se basant sur le référendum de l'époque. Bon, c'est un point de vue qui existe dans ces documents. D'accord, et pourtant, fin avril, on a cette rencontre au Vatican. Trump et Zelensky. Une sorte de lueur d'espoir. Disons une tentative. Le 26 avril, ils se rencontrent et s'accorderaient sur une trêve d'1 mois. L'idée, c'est de se concentrer sur la reconstruction.
La Russie, elle, dit non à une trêve aussi longue, mais annonce quand même une pause pour le 9 mai. Date symbolique pour eux. Aujourd'hui, vous vous battez pour nos enfants dans le Donbass, pour la sécurité de notre patrie, la Russie. Il est de notre devoir de garder la mémoire de ceux qui ont écrasé le nazisme, qui nous ont laissé la vigilance en héritage, et de tout faire pour que l'horreur d'une guerre mondiale ne se reproduise plus. Et juste après, le 30 avril, il y a ce montage financier un peu particulier qui est créé. Le fonds de réinvestissement. Oui, c'est assez original comme mécanisme. En gros, Washington dit « on ne demande plus le remboursement des armes » et Kiev dit « ok, on renonce aux garanties de sécurité américaines après la guerre D'accord, donnant-donnant. ». Et ce fonds, comment il fonctionne? Ils seraient gérés conjointement pour financer et la guerre et la reconstruction, Comment? avec les bénéfices d'entreprises mixtes américano-ukrainiennes créées en Ukraine. Shmyhal, le Premier ministre ukrainien, assure quand même que Kiev garde le contrôle de ses ressources. On verra. Tout ça dessine une situation complexe, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a cette analyse critique de Karine Béchet-Golovko qui dit en gros « attention, pour la Russie, négocier comme ça, c'est une erreur ». Oui, c'est une perspective qui change tout. Pour elle, c'est pour parler, ce n'est pas de la diplomatie sincère, c'est une forme de guerre psychologique menée par l'Occident. Elle parle même d'une possible divergence chez les atlantistes entre Trump et les globalistes plus radicaux. Et elle dit que Trump n'est pas neutre là-dedans. Exactement. Il n'est pas un arbitre, il est partie prenante, il défend des intérêts américains. Donc l'idée que la Russie participe à ces négociations, pour cet analyste, c'est contre-productif. Alors, que devrait faire la Russie selon cette analyse? Eh bien, pour regagner en crédibilité et tester vraiment Trump, elle suggère que Moscou devrait arrêter de passer par Kiev et désigner les États-Unis comme l'adversaire direct. Les propositions actuelles, comme le gel du conflit, sont vues comme un piège occidental pour gagner du temps et réarmer l'Ukraine. Ça ne servirait pas à l'intérêt national russe tel qu'elle le définit. En gros, continuer à négocier comme ça, c'est jouer le jeu de l'adversaire. On voit bien la complexité extrême. On a d'un côté des tentatives de dialogue, des trêves, des plans de reconstruction, et de l'autre des accusations, des intérêts qui s'opposent frontalement, et des récits de la guerre qui sont totalement irréconciliables. Et ça nous laisse avec cette question soulevée par l'analyse critique. Que faire quand le cadre même des négociations est perçu par un acteur majeur comme une façade, une simple ruse, ou pire, comme la continuation de la guerre par d'autres moyens? Comment on peut espérer avancer vers quelque chose de durable si la confiance dans le processus lui-même est inexistante? C'est une question qui reste ouverte.